C'est le capitalisme, on pourrait dire, qui a tué, ou le mercantilisme qui a tué le rêve initial utopiste d'Internet. Ouais, alors on est un peu dans le test de Rorschach, là, c'est-à-dire chacun va voir ce qu'il avait un peu en tête avant. Moi, j'ai surtout, j'ai interviewé Daniel Kaplan, par exemple, qui est un ancien de la Fondation Internet Nouvelle Génération, et Daniel, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu sait s'il y a cru, lui. Je veux dire, il y a cru au numérique émancipateur, et il dit, en fait, le numérique, c'est une révolution sans cause. C'est-à-dire, le problème, c'est pas que ce soit au service du capitalisme ou du totalitarisme, parce qu'on le voit dans d'autres, il peut aussi être au service du totalitarisme, mais c'est qu'il n'a pas de cause. En réalité, on sait comment, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Je veux dire, et il fait le parallèle d'ailleurs, et c'est un peu à l'origine du livre, c'est qu'il fait le parallèle en disant la révolution écologique, c'est le contraire. On sait où on veut aller, les 51 milliards de tonnes d'émissions de CO2 en moins, mais on ne sait pas comment y arriver. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on réconcilie les deux. Mais aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est pas la tech avec un grand T, c'est-à-dire c'est pas les GAFA qui vont y arriver. Au contraire, on va dire, même depuis novembre 2022, on voit avec l'IA générative qu'ils sont en train, au contraire, de prendre le chemin inverse et de repartir en fait sur un nouveau cycle en fait de dépenses énergétiques, de consommation. Clairement. Et la notion d'économie extractiviste, voilà, pas que de l'attention. Mais alors, justement, j'aimerais revenir là sur ce que tu viens de dire, parce que ça me surprend un tout petit peu. Si je reprends l'analogie donc de Kaplan, le réchauffement climatique, en gros, c'est une chose dont on est certain, sauf les climato-sceptiques. Bon. Et donc, c'est une finalité que l'on veut s'épargner. Et donc, on cherche le moyen de pouvoir s'épargner. Absolument. Je ne vois pas comment on peut le comparer avec le numérique, qui n'est pas une finalité, mais qui est le moyen, précisément. Et donc, en ce sens, le fait de dire que le numérique... on ne sait pas vraiment il n'y a pas forcément un déterminisme, ou en tout cas quelque chose qui pourrait être poussé par une idéologie de l'un ou de l'autre, dans la mesure où c'est un moyen. C'est totalement prenable par n'importe quelle idéologie pour pouvoir faire le bien, pour pouvoir faire le mal. Toute proportion gardée, le mal. Mais on sait bien qu'on est dans une logique industrielle. Les gens dont on parle, tout génie qu'ils sont, scientifiques ou juste de business, sont surtout des industriels, y compris les noms qu'on a cités. Donc, in fine, la grosse différence, me semble-t-il, avec le réchauffement climatique, où on peut se creuser la tête pour savoir comment on peut essayer d'y remédier, avec le numérique, c'est plutôt, on a aujourd'hui le moyen de changer les usages des gens, et donc pour faire des trucs très très cool, parfois dérisoires, etc. Et c'est pas grave. En revanche, on a aussi les moyens de faire de la manipulation dont on peut adoucir les angles en parlant de marketing ou de nudge, mais in fine, ça me semble assez différent. Donc, est-ce que c'est pas justement cette appropriation d'un outil, d'une innovation pour faire du business au point d'en laisser de côté tous les états d'âme et peut-être tous certains pans moraux qui font qu'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, on en arrive à une situation où on est désenchanté parce qu'on se dit, finalement, on s'est bien fait baiser. Pardon. Alors... on peut le déplier, ce que tu viens de dire, là, dans plein de sens. Je vais essayer de rester sur un ou deux sens. Et un premier sens, quand même, c'est pas un outil. Au sens, par exemple, je vais prendre l'exemple. Mon téléphone, si je te téléphone, c'est un outil. Tu as un numéro de téléphone, j'ai un numéro, je t'appelle. Éventuellement, je peux passer en spam. Tu vois, je compare à l'email. Donc, c'est pas toi qui vas décider quel spam, mais normalement, je peux t'appeler. C'est un outil et ce qu'on se dit reste entre nous. La manière dont on s'informe sur Facebook ou sur Insta n'est pas un outil. Ça n'est pas un outil. C'est totalement biaisé. Alors, biaisé, c'est mon avis. En tout cas, ça n'est pas du tout neutre. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, juste explique-moi, parce qu'effectivement, jusque-là, je te suis. Il y a constamment d'autres personnes qui écoutent, c'est qui réexploitent ces échanges pour... Non, mais le device, c'est un outil. Attends, je suis. Ouais, vas-y. Le téléphone est un device, c'est un outil, j'entends bien. Et tu nous dis, quand je vais m'informer sur Instagram, ce n'est pas un outil. Non, c'est un usage, pour le coup. C'est un média. Instagram est un média. Instagram est un média et la manière dont tu ne maîtrises absolument pas ce qui m'est poussé. Ce qui t'est poussé et voir, ça a été quand même prouvé par des chercheurs, s'il y a des contenus, alors Instagram c'est pas le bon exemple, mais plutôt Facebook, qui vont inciter justement à te montrer à te faire escalader dans l'engagement, plutôt un engagement négatif avec tout un tas de conséquences. C'est aussi les recos de YouTube, etc. Pourquoi ? Et c'est là où on arrive à l'absence de neutralité. Voilà. Et pour
que restes plus longtemps, parce qu'ils ont remarqué qu'en fait, quand tu étais dans une rage, en fait, quand tu arrives à susciter la rage, il faut lire Les Ingénieurs du chaos de Empoli, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, quand tu arrives à susciter cette rage-là, en fait, tu as plus d'engagement. Tout à fait. Le bouton dislike sur Facebook est surpondéré x5, à une certaine époque dans l'algorithme. Ce n'est pas un outil. Et je pense que justement, on a été trop sympa, on a pensé que c'était un outil. Deuxième chose, je déplie juste un deuxième accordéon. Une deuxième chose, c'est que ce n'est pas non plus un outil complet. C'est un passager clandestin du reste des infrastructures et c'est un passager clandestin du reste de l'économie. Et je parlais des telcos, des opérateurs, des infrastructures téléphoniques. On a vu cette espèce de bagarre qui bascule avec l'iPhone. Avant l'iPhone, en fait, tu payais 1 euro ton téléphone et c'était un outil, un produit d'appel pour prendre un abonnement. Après l'iPhone, c'est exactement l'inverse. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, on a eu cette course à l'échalote dont on commence à prendre conscience maintenant des impacts sur les infrastructures. On a démarré, on avait tous du 36 kilobits. Je ne sais pas combien il y a de gigas ici. Avec un modem qui fait le bruit du jingle du patch tech d'ailleurs. Oui, tout à fait. Rappelons-le. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est une réalité. On a eu cette course à l'échalote à la consommation au contenu. Dans une logique de passager clandestin au sens économique du terme, c'est-à-dire ils ne payent pas pour les infrastructures. Alors maintenant, on voit qu'ils commencent à investir dans des infrastructures, les câbles, en tout cas, ça s'est créé. Ce qui est un bon exemple de disruption, c'est-à-dire on utilise de disruption comme notre imprimerie. C'est-à-dire on va utiliser en fait les infrastructures existantes. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur des mobilités. Le principe d'Uber, par exemple, c'est d'utiliser en fait les infrastructures existantes, les téléphones, la géolocalisation, le GPS, le fait que les gens soient déjà équipés, qu'ils soient déjà formés, etc., pour créer un service, plutôt que faire ce que faisaient les opérateurs de transport, c'est-à-dire investir de A à Z dans toutes les stacks de technique, hardware, software, etc. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est juste un outil, parce que ce n'est pas qu'un outil. Alors, Stéphane, les risques et crises quasi systémiques sur la tech sont quand même assez nombreux. On peut par exemple citer le manque d'énergie et la course folle à l'énergie que sont en train de se livrer les grands fournisseurs d'IA, avec certains qui rachètent des centrales nucléaires, rappelons-le par exemple, ou encore la rareté de certains métaux. Certains disent même que la tech pourrait n'être qu'une grande parenthèse de 50 à 100 ans dans l'humanité. Et si tout se pétait la gueule, est-ce que ça te paraît plausible et où ça nous mènerait selon toi ? Alors, se péter la gueule au sens qui est du chaos parce que une attaque cyber ou des choses comme ça, c'est-à-dire qu'on découvre que c'est plus aussi fluide, ça c'est fort possible. Donc le numérique n'existe même plus du tout. Moi, je vais même plus loin que toi. Non, alors là, je ne pense pas du tout. Si on n'a plus de silicium, si on n'a plus de cuivre, si on n'a plus ces métaux rares, certains disent dans 50 ans, certains métaux qui sont vraiment importants pour nos devices, en l'occurrence, vont être épuisés totalement dans les 50 ans à venir. Donc on trouvera bien quelque chose. Regarde, c'est pareil avec le pétrole et les bagnoles. On arrive bien à trouver d'autres hydrocarbures d'une façon ou d'une autre. Là, je suis loin de mon champ de compétences. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recherches sur ce sujet-là. Ce qui est certain, c'est que d'une part, la puissance de calcul, c'est-à-dire l'usage du calcul, est indispensable. On ne sait plus s'en passer maintenant. Je veux dire, la plupart des outils qu'on utilise, les avions qui volent, l'information qu'on a, la médecine, etc., est basée sur cette puissance de calcul. Donc, je ne vois pas trop comment on peut même revenir en arrière, et ce qui est un vrai sujet par rapport aux ressources et aux impacts. Ça, c'est la première chose. La suivante, c'est est-ce que, par contre, la manière dont c'est pricé aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'on ne paye pas, qu'on est toujours dans cette idée d'avoir, je ne sais pas combien vous avez d'outils, vous, sur vos téléphones, etc., c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique de gâchis, je veux dire, vu d'un point de vue de gestion des ressources, ça, probablement, ça va s'arrêter. C'est un des sujets du livre, c'est aussi après la tech. Ça va s'arrêter, c'est-à-dire, encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire, il faut imaginer, je veux dire, ce système-là qui est une parenthèse, c'est-à-dire, il est fort possible que nos GAFA, ce soit une parenthèse, comme Rockefeller a été une parenthèse, comme les Bell Labs, les compagnies de téléphone, justement, ont été une parenthèse. Je rappelle aussi dans le livre qu'il n'y aurait pas Google, il n'y aurait pas Amazon, s'il n'y avait pas eu justement l'action de la régulation de la Commission européenne, entre autres, sur Windows 95. C'est-à-dire, si on n'avait pas cassé Windows, qui était livré d'office, sans jeu de mots, dans le PC que vous achetiez avec Internet Explorer et la quasi-impossibilité de le détacher, il n'y aurait pas eu Google. Une régulation... Si Google, de quoi on parlerait aujourd'hui ? Une régulation qui, en fait, a fait long feu, parce qu'elle a été cassée derrière cette décision. Et d'ailleurs, c'est très bien expliqué. Ouais, je vois 21 minutes 47, Mick.
mais je vais quand même la placer celle-là parce que effectivement, je vous invite. Tu parlais aussi de Rockefeller, ça me fait penser à une super série documentaire de Cédric Tourbe qui passe en replay sur Arte sur le capitalisme américain, où on parle de Rockefeller en 1 et puis en 2, donc c'est plutôt l'entre-deux-guerres, et en 3 justement le monde contemporain. Et sauf erreur de ma part, cette régulation de Windows 95 qui embarquait directement effectivement Internet Explorer et qui faisait la nique en fait à Netscape a été défoncée derrière par une bonne armée d'avocats de Bill Gates. Donc cette régulation, on voit qu'aujourd'hui, ce qui se fait notamment avec le Doge sous l'égide d'Elon Musk, qui veut justement essayer de combattre toute forme de régulation, au-delà de raboter l'État fédéral, on l'a déjà vécu, et je vous invite vraiment à lire le livre de Stéphane évidemment, et à regarder cette super série de commentaires. Vous verrez des parallèles assez troublants entre les années 80, 90 et ce qu'on vit aujourd'hui. French Tech, esprit critique pour tech éthique.